Bonjour, je m'appelle Ethan, j'ai 22 ans. Je suis étudiant en dernière année de génie mécanique et je vis dans une petite ville appelée Willow Creek, nichée entre d'immenses champs de blé et de douces routes de terre rouge, au cœur de l'Amérique. Willow Creek n'a rien de spécial. Quelques épiceries, un vieux café à l'enseigne défraîchie et une petite église où tout le monde se réunit tous les dimanches. Mais pour moi, cet endroit est tout mon univers, rempli de souvenirs d'enfance. L'odeur de l'herbe fraîchement coupée et le doux murmure de la petite rivière qui coule derrière la maison de mon grand-père. J'aime Willow Creek, non seulement parce que c'est ma ville natale, mais aussi à cause de mon grand-père, l'homme que j'admire le plus au monde. Mon grand-père, Frank Sullivan, est un vétéran de la guerre du Vietnam. Il approche les 80 ans, mais il est toujours aussi robuste qu'un vieux chêne. Il vit seul dans une petite maison en bois à la sortie de la ville, où ma grand-mère entretenait un jardin de roses avant de mourir il y a 10 ans. C'est un homme de peu de mots, son visage buriné est marqué de rides comme une carte de sa vie. Mais ses yeux brillent comme si le feu qui l'habite ne s'était jamais éteint. Je me souviens très bien de ces journées d'été cristallines où, à 10 ans, je courais pieds nus après lui jusqu'à la rivière pour pêcher. Il m'a appris à monter des appâts, à attendre patiemment, et m'a raconté des histoires qui me font encore battre le cœur. Des histoires sur la guerre, sur les jours où il a pataugé dans la jungle tropicale humide, sur les camarades qu'il a sauvés, et sur les moments où il a affronté la mort. Tu sais, Ethan, disait-il souvent d'une voix basse mais ferme comme un roc. Survivre n'est pas une question de chance. C'est une question de volonté. Il faut choisir de vivre même quand tout est contre soi. Il a reçu une médaille pour avoir sauvé un soldat blessé de la ligne de tir malgré le danger. C'est mon grand-père. Dur, juste, et toujours prêt à faire passer les autres avant lui-même. Mais tout le monde ne voit pas sa valeur comme moi. Mon père, James Sullivan, est son fils unique. Il dirige une agence immobilière dans la banlieue de Philadelphie et vit dans une grande maison avec des palissades blanches et une pelouse impeccablement entretenue. Ma mère, une comptable douce mais occupée, essaie souvent de maintenir la paix au sein de la famille. Mais depuis que papa a obtenu une promotion il y a 8 ans, la relation entre lui et grand-père s'est de plus en plus distante. Papa traite grand-père de têtu, de vieux jeu, et dit qu'il ne comprend pas le monde moderne. Grand-père, lui, ne dit rien. Il vit tranquillement à Willow Creek, coupant son bois de chauffage, s'occupant de son jardin et conduisant son vieux Ford en ville. Je ne comprends pas comment papa peut être aussi distant de quelqu'un comme grand-père. Pour moi, il est un symbole de force, de résilience et d'amour sans prétention. Les journées passées avec grand-père sont les plus beaux souvenirs de ma vie. Chaque été, je parcourais les 5 kilomètres à vélo entre chez moi et chez lui. Je me souviens encore de l'odeur du bois brûlé dans sa cheminée, du rythme régulier de sa hache qui fendait les bûches, et de son rire de bon cœur quand j'essayais de l'imiter en train de balancer sa hache, mais que je trébuchais comme un clown. Du calme, Ethan, disait-il en posant une main sur mon épaule. Tout prend du temps. Persévère et tu deviendras bon. Il n'était jamais pressé, jamais impatient. Un jour, il m'a emmené à la lisière de la forêt, m'a montré comment repérer les traces de cerf, lire le vent, et m'a raconté les jours où il avait survécu dans la jungle vietnamienne avec juste un couteau et un peu d'eau. Tu sais, disait-il, le regard perdu dans le vide. La guerre m'a appris à apprécier les plus petites choses. Une gorgée d'eau propre, une nuit sans coup de feu. Il faut être reconnaissant de ce qu'on a. J'ai grandi en voyant mon grand-père comme un héros. À presque 80 ans, il est toujours aussi fort qu'un jeune homme. Chaque matin, il se réveille à 5 heures, court dans le champ, tond la pelouse, répare les clôtures et grimpe même sur le toit pour colmater les fuites. Un jour, je l'ai vu soulever une bûche aussi grosse que moi sans même grimacer. « Grand-père, comment fais-tu pour être aussi fort ?» ai-je demandé, les yeux écarquillés. Il s'est contenté de sourire, son visage ridé rayonnant de fierté. « Le corps est une machine, Ethan. Si tu en prends soin, il ne te trahira pas. Mais ce que j'aime le plus chez lui, ce n'est pas sa force physique. C'est sa façon de vivre. Juste, honnête, et toujours prêt à aider les autres. Un jour, la voiture d'un voisin est tombée en panne au milieu de la route sous une averse. Grand-père n'a pas hésité à braver la pluie, à aller remorquer la voiture et à la réparer gratuitement dans son abri de jardin. Personne ne devrait être laissé seul, m'a-t-il dit plus tard, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Pourtant, au fond de moi, je sais que grand-père est seul. Depuis le décès de grand-mère, il vit seul dans une maison pleine de souvenirs. Chaque fois que je lui rends visite,
je le vois assis dans son vieux fauteuil, regardant par la fenêtre, une vieille photo d'elle à la main. Il ne parle jamais de sa tristesse, mais je la ressens. Un jour, je lui ai demandé, « Grand-mère te manque-t-elle » Il a simplement hoché la tête, sa voix. Tous les jours, Ethan. Tous les jours. Je n'ai pas osé lui en demander plus, mais à partir de ce moment-là, j'ai essayé de lui rendre visite plus souvent, même si la fac me tient plus occupé qu'avant. Le monde de mes parents est complètement différent. Ils vivent dans un monde de cocktails, de voitures de luxe et de réunions interminables. Chaque fois que je rentre à la maison, papa me demande comment sont mes notes ou mes projets d'avenir, mais il parle rarement de grand-père. Un jour, j'ai essayé de lui dire, « Papa, pourquoi ne vas-tu pas voir grand-père » Il va très bien, il gère toujours tout seul. Papa secoua la tête, la voix froide. Il n'a besoin de personne, Ethan. Il aime vivre seul. Je ne comprends pas. Comment peut-il dire ça de l'homme qu'il a élevé, qui a tant sacrifié pour notre famille? J'ai commencé à voir la différence entre papa et grand-père. Papa vit pour la reconnaissance, les compliments de ses partenaires et amis. Grand-père vit pour les choses simples, une matinée paisible, une pile de bois fraîchement coupée, ou une histoire partagée avec son petit-fils. Je ne veux pas devenir comme papa, mais je n'ose pas non plus l'affronter. Je veux juste garder grand-père dans ma vie, comme un guide pour les jours où je me sens perdu. Cet hiver-là, alors que je me plongeais dans mes examens finaux, un appel de grand-père a tout changé. J'étais dans ma chambre, plongé dans mes livres, quand mon téléphone a vibré. Sa voix était aussi grave et posée que d'habitude, mais il y avait quelque chose de différent, une excitation rare que j'entendais rarement. « Ethan, dit-il, j'ai quelque chose à te dire. Mais pas au téléphone. Peut-être. Tu viens chez moi ce week-end » J'étais surprise. Grand-père appelait rarement en milieu de semaine, et encore moins avec autant d'impatience. « Quoi de neuf, grand-père » demandai-je en essayant de calmer ma curiosité. Il se contenta de rire, la voix pleine de mystère. « Tu verras en arrivant. Prépare-toi. C'est un cadeau précieux. » Puis il a raccroché, me laissant la tête pleine de questions. Toute la semaine, je n'ai pas réussi à me concentrer. Mon esprit s'est mis à envisager toutes sortes de possibilités. Grand-père avait-il trouvé un vieux trésor dans la remise? Ou allait-il me confier un secret de la guerre? Quoi qu'il en soit, je savais que grand-père ne plaisantait jamais. S'il disait que c'était un gros cadeau, ce devait être quelque chose d'extraordinaire. J'ai compté les jours, les heures, jusqu'au week-end. J'ai enfourché mon vieux vélo et pédalé 5 kilomètres sur des routes tapissées de feuilles dorées, le cœur battant comme un enfant sur le point de déballer un cadeau de Noël. À mon arrivée, grand-père se tenait sur le porche, vêtu de sa chemise de flanelle habituelle, une tasse de café à la main. Dans la douce lumière dorée de l'après-midi, il ressemblait à une statue vivante, forte et inflexible. Mais lorsqu'il s'est tourné vers moi, son sourire était empreint d'une pointe de fragilité, comme s'il détenait un secret plus grand que lui. « Entre, Ethan » a-t-il dit d'une voix chaude et profonde. « J'ai quelque chose à te dire. Et croyez-moi, vous n'allez pas le croire. » Je suis entré dans la maison en bois familière, l'odeur du pain et du café flottant dans l'air. Sur la table à manger se trouvait une petite boîte en bois finement sculptée à la main, qui brillait sous la lumière de la lampe. Je l'ai regardée, le cœur battant la chamade. « Qu'est-ce que c'est, grand-père » ai-je demandé, la voix tremblante d'impatience. Il s'est assis et m'a fait signe de m'asseoir en face de lui. Ses yeux brillaient, mais il y avait quelque chose de profond en eux, comme s'il se remémorait une vie entière. « Ethan » a-t-il commencé. « J'attends ce jour depuis longtemps. Et maintenant, je veux que tu sois le premier à le savoir. » J'étais assise là, le cœur battant, les yeux rivés sur grand-père. La petite boîte en bois sur la table semblait briller d'une étrange lumière, comme si elle renfermait un secret monumental. L'air de la maison en bois familière était soudain chargé, comme le calme avant la tempête. Grand-père s'est éclairci la gorge, sa voix basse et posée, avec une force qui a captivé mon regard. « Te souviens-tu des histoires que je t'ai racontées ? » Le Vietnam, demanda-t-il en posant légèrement la main sur la boîte en bois. J'acquiesçai, déglutissant difficilement. Comment aurais-je pu oublier? Les histoires de nuit blanche dans la jungle, des moments où lui et ses camarades ont affronté la mort, les cicatrices sur son corps, physique et émotionnel, que je ne pouvais imaginer qu'à travers ces mots. La guerre ne laisse pas que des cicatrices sur le corps, Ethan,
poursuivit-il d'une voix de plus en plus forte, elle laisse des choses invisibles, des choses qui vous rongent de l'intérieur. Je fronçai les sourcils, incertaine de ce qu'il voulait dire. Grand-père parlait habituellement de la guerre avec détermination, comme s'il avait fait la paix avec son passé. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. Il ouvrit la boîte en bois et en sortit une pile de papiers soigneusement pliés, aux bords jaunis par le temps. Ce sont des lettres de l'administration des anciens combattants, dit-il en posant les papiers sur la table. Ils viennent de me prévenir. J'ai gagné le procès concernant l'agent orange. Je clignai des yeux, essayant de traiter l'information. L'agent orange. J'en avais entendu parler. Un produit chimique toxique utilisé par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam, aux conséquences dévastatrices pour les soldats américains et les civils vietnamiens. Grand-père avait raconté comment lui et ses camarades marchaient souvent à travers des jungles aspergés de ce produit chimique, ignorant qu'il s'infiltrait dans leur peau et leur sang. Mais il n'avait jamais beaucoup parlé de ses effets spécifiques. Il esquivait toujours le sujet, comme si le mentionner risquait de rouvrir une plaie non cicatrisée. Gagner le procès, répétai-je d'une voix tremblante. Qu'est-ce que ça veut dire, grand-père? Il sourit, mais ce n'était pas un sourire entièrement joyeux. C'était un mélange de soulagement et de douleur. Cela signifie qu'ils reconnaissent enfin ce que moi et des milliers d'autres vétérans avons traversé. Les maladies, les nuits blanches, les moments où je sentais mon corps se trahir. Il marqua une pause, regardant par la fenêtre où le soleil déclinait sur les champs. Il m'indemnise, Ethan. Une grosse somme. Des centaines de milliers de dollars, peut-être même 1 million. Je restais bouche bée, incapable d'en croire mes oreilles. 1 million de dollars? J'ai failli crier, le faisant ricaner comme un cheval. Sérieux? Je n'ai jamais plaisanté avec l'argent, dit-il, les yeux pétillants. Mais honnêtement, je n'en ai pas besoin. J'ai vécu toute ma vie sans, et ça va. Il tapota légèrement la boîte en bois, comme si c'était un trésor, non pas pour sa valeur matérielle, mais pour sa signification. J'y ai réfléchi longtemps. Et j'ai décidé de tout donner à ton père. J'étais stupéfaite. À papa, demandai-je d'une voix tremblante. Ce n'était pas que je ne voulais rien pour papa, mais je n'arrivais pas à me faire à l'idée. Mon père, l'homme qui vivait dans une maison luxueuse, conduisait une Mercedes et ne prenait presque pas la peine de rendre visite à grand-père, recevait maintenant une fortune. Pourquoi, grand-père, ai-je lâché, incapable de me retenir? Grand-père me regarda, son regard s'adoucissant comme s'il comprenait le trouble qui me rongeait le cœur. Ethan, je sais ce que tu penses de ton père. Je sais que James n'a pas toujours fait ce qu'il fallait, mais c'est mon fils, ma chair et mon sang. J'ai promis à ta grand-mère de tout faire pour offrir à cette famille une vie meilleure. Je n'ai pas pu donner à James ce que je voulais quand il était jeune. Maintenant, j'ai cette chance. Je veux qu'il vive plus facilement que jamais. Ces mots étaient tranchants comme un couteau, tranchants et douloureux. J'aurais voulu argumenter pour dire que papa ne le méritait pas, qu'il avait tourné le dos à grand-père, mais je n'ai pas pu. Non pas par peur, mais à cause de son regard. C'étaient les yeux d'un père qui, malgré sa souffrance, n'a jamais cessé d'aimer son enfant. J'ai simplement hoché la tête, ravalant la boule dans ma gorge. J'ai préparé un cadeau de Noël spécial, a-t-il poursuivi d'une voix plus légère. Il a poussé la boîte en bois vers moi et en a ouvert le couvercle. À l'intérieur se trouvait un chèque soigneusement plié et une lettre manuscrite. J'ai sculpté cette boîte moi-même. Ça m'a pris un mois entier, mais je voulais qu'elle soit spéciale. Je vais la porter chez James la veille de Noël. Je veux lui faire une surprise. J'ai regardé la boîte, ses motifs complexes sculptés à la main racontant une histoire de patience et d'amour. J'ai imaginé grand-père assis dans son abri de jardin sous une lumière tamisée, gravant minutieusement chaque détail, espérant apporter de la joie à son fils qui s'était éloigné au fil des ans. Mon cœur se serra. Tu crois que papa sera content, ai-je demandé d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Grand-père haussa les épaules, son sourire s'effaçant légèrement. Je ne sais pas, Ethan, mais je l'espère. Parfois, un cadeau peut changer les choses. Peut-être que James verra ce qu'il a manqué. Je voulais le croire, mais au fond de moi, j'avais un mauvais pressentiment. Mon père n'était pas quelqu'un qui changeait facilement. J'avais vu la façon dont il regardait grand-père comme s'il faisait partie du passé que papa voulait oublier. Mais je n'ai rien dit. J'ai juste souri et lui ai pris la main. Je peux venir avec toi, ai-je demandé.
Il a secoué la tête d'une voix ferme. Non, Ethan. C'est entre ton père et moi. Tu as des examens à gérer. Concentre-toi sur tes études. J'irai y conduire moi-même. J'ai froncé les sourcils. Conduire? Tu vas faire 15 heures de route jusqu'à Philadelphie toute seule en hiver? Je ne pouvais cacher mon inquiétude. Grand-père avait presque 80 ans. Aussi costaud qu'il soit, traverser la campagne par temps de neige n'était pas une mince affaire. Il a ri en me tapotant l'épaule. Tu penses que je suis trop vieux pour gérer ça, Ford? J'ai conduit sur des routes bien pires dans des situations bien plus dangereuses. Ne t'inquiète pas, Ethan. Je m'en sortirai. J'aurais voulu protester, mais son regard m'a fait taire. C'était le regard d'un vétéran qui avait affronté la guerre et survécu. Je savais que je ne pourrais pas le convaincre. Fais juste attention, d'accord, ai-je dit d'une voix tremblante. Il a hoché la tête et s'est levé, me faisant signe de le suivre dehors. Viens, aide-moi à couper du bois avant de partir. Il faut que je garde cette maison au chaud quand la neige tombera. Nous sommes allés dans le jardin où un tas de bûches nous attendait. Le son régulier et puissant de sa hache résonnait comme le battement de cœur d'un homme qui n'abandonnait jamais. Je restais là à le regarder, le cœur empli d'émotions contradictoires. J'étais fier de lui, de son altruisme, mais j'avais aussi peur que papa lui fasse encore du mal. J'essayais de repousser cette pensée, mais elle me collait à la peau comme le froid de l'hiver qui approchait. Les jours suivants, je ne pouvais m'empêcher de penser au cadeau de grand-père. Je l'imaginais debout à la porte de papa, tenant la boîte en bois, espérant réparer une relation brisée depuis des années. J'imaginais son sourire lorsque papa ouvrirait la boîte, réalisant que le cadeau n'était pas seulement de l'argent, mais le cœur d'un père. Mais ensuite, j'ai pensé à papa, cet homme toujours occupé, toujours privilégiant le statut social. Comprendrait-il seulement la signification du cadeau? À l'approche de Noël, je devenais de plus en plus agité. J'appelais grand-père tous les jours pour lui demander comment il se préparait s'il avait besoin d'aide. Il riait, la voix aussi ferme que jamais. Tout est prêt, Ethan. Je partirai tôt le 24. Ne t'inquiète pas, concentre-toi sur tes affaires. Mais je n'arrivais pas à me détendre. Quelque chose en moi me criait qu'il fallait que j'agisse. Finalement, j'ai pris une décision. Je n'allais pas laisser grand-père partir seul. J'irai à Philadelphie. Non pas pour interférer, mais pour être là pour lui, qu'il soit d'accord ou non. Je ne lui ai rien dit, sachant qu'il refuserait. J'ai discrètement fait mes bagages, acheté un billet de bus et prévu d'arriver chez papa la veille de Noël. Assise dans le bus, regardant les champs enneigés se perdre derrière la fenêtre, je ne pouvais m'empêcher de penser à grand-père. Je l'imaginais conduire seul son vieux camion pour un voyage de 15 heures, portant la caisse en bois dans un rêve de famille. Je priais pour que tout se passe comme il l'espérait, mais au fond de moi, je savais que ce ne serait pas si simple. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. 15 heures. Grand-père avait dû partir à 4 heures du matin, comme il l'avait dit. Je l'imaginais dans la cabine du camion, ses mains burinées agrippées au volant, le regard rivé sur la route enneigée. À 80 ans, il conduisait encore avec l'assurance d'un jeune homme. Mais je ne pouvais m'empêcher de m'inquiéter. Les routes d'hiver n'étaient pas faites pour un homme âgé, aussi fort soit-il. Je lui ai envoyé un court texto, « Fais attention, grand-père. Je t'aime. » Pas de réponse. Je savais qu'il n'aimait pas utiliser son téléphone au volant, mais le silence me serrait la poitrine. Le trajet en bus dura toute la journée, lorsque j'arrivai dans la banlieue de Philadelphie, la nuit était tombée. Les lumières de Noël scintillaient dans les rues et une musique festive s'échappait des maisons. J'ai pris un taxi jusqu'au quartier de mes parents, où je savais que grand-père serait. Leur maison se trouvait dans une banlieue huppée, avec des clôtures blanches immaculées et des voitures élégantes garées dans les allées. J'ai demandé au chauffeur de s'arrêter à quelques maisons de là, ne voulant pas être remarqué. En sortant, le froid glacial me fit frissonner. J'ai remonté mon sweat à capuche et me suis posté derrière un grand pin, les yeux rivés sur la maison brillamment éclairée. De loin, j'ai aperçu le vieux pick-up Ford de grand-père garé au bord du trottoir, juste devant le portail de papa. Mon cœur s'est emballé. Il était là. J'ai regardé ma montre. Il était presque 19 heures. Je l'imaginais conduire 15 heures dans un vent glacial et sur des routes glissantes, pour livrer ce cadeau spécial à papa. J'ai vu sa silhouette sortir du camion, encore grande mais légèrement voûtée par l'âge.
Il portait son vieux manteau militaire, serrant contre lui la petite boîte en bois qu'il avait passé un mois à sculpter. Sous le lampadaire, il ressemblait à un guerrier du passé, porteur d'un espoir et d'une détermination inébranlable. Je retenais mon souffle, immobile dans l'ombre, le regardant monter les marches du porche. Une joyeuse musique de Noël s'échappait de la maison, mêlée au rire et au bavardage. Mes parents organisaient leur fête de Noël annuelle, comme toujours. J'imaginais la scène à l'intérieur. Les amis fortunés de papa, ses associés, verre à la main, et maman toujours soucieuse de tout faire à la perfection. Je me demandais si grand-père était au courant pour la fête. Il n'avait pas appelé. Fidèle à lui-même, toujours prêt à surprendre, toujours convaincu que l'affection sincère n'avait pas besoin d'annonce. Il se tenait à la porte, prenant une grande inspiration. Je vis sa main se resserrer autour de la boîte. Il frappa 3 fois, fermement et délibérément. Mon cœur sembla s'arrêter. Au bout d'un moment, la porte s'ouvrit et papa apparut. Il portait un costume coûteux, les cheveux soigneusement peignés, mais son expression changea dès qu'il vit grand-père. De là où je me trouvais, je n'entendais pas clairement leurs paroles, mais je vis papa froncer les sourcils, puis secouer la tête. Grand-père dit quelque chose d'une voix basse et assurée, en lui tendant la boîte en bois. Mais papa ne la prit pas. Au lieu de cela, il sortit et ferma la porte derrière lui, comme s'il ne voulait pas que quiconque à l'intérieur le voie. Je m'approchai en rampant, tendant l'oreille. La voix de papa trancha l'air, froide et tranchante comme une lame. Rentre chez toi, papa. Ce n'est pas le bon moment. Tu es arrivé sans prévenir et je ne veux pas être gêné devant mes invités. Je me suis figé, mon sang se glaçant. J'ai regardé grand-père, attendant sa réponse, peut-être sèche, comme il avait toujours affronté les difficultés. Mais il n'a rien dit. Il est resté là, silencieux, les épaules légèrement affaissées. Sous le lampadaire, son visage s'est durci, mais ses yeux qui brillaient toujours, se sont éteints comme si la flamme en lui s'était éteinte. Il s'est retourné et a marché lentement vers son camion. La caisse en bois était restée dans ses mains, fermée, refusée. J'avais envie de crier, de courir vers lui, de faire irruption dans la maison et d'affronter papa, mais j'avais les pieds cloués au sol. Je ne pouvais ni bouger, ni respirer. J'ai regardé grand-père s'éloigner, sa silhouette se rétrécissant sous la neige légère. Arrivé au camion, il marqua une pause, jeta un coup d'œil à la maison illuminée, puis secoua la tête. Il monta à bord, démarra le moteur et le camion démarra, disparaissant dans la nuit. Je restai planté là, transpercé par le froid glacial, avec l'impression que le monde venait de s'écrouler. Je n'arrivais pas à croire que mon père, celui que j'appelais papa, puisse dire de telles choses à grand-père. Après tout ce qu'il avait fait, après 15 heures de route, après une vie de sacrifice, il n'avait eu droit qu'à une porte claquée et à un renvoi cruel. La rage me submergea, mais avec elle vint la douleur. Douleur pour grand-père, l'homme qui avait mis tout son cœur dans ce cadeau, pour être rejeté sans pitié. Je courus vers la maison, sans plus réfléchir. Je frappai à la porte, la main douloureuse. Maman l'ouvrit, choquée de me voir. « Ethan, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle d'une voix inquiète. Je ne répondis pas, la bousculant pour entrer dans la maison. À l'intérieur, la fête battait son plein. Des rires et des bavardages résonnaient comme si de rien n'était dehors. J'ai aperçu papa près de la cheminée, un verre de vin à la main, en train de parler à un homme en costume. Je me suis approché, la voix tremblante de colère. « Qu'est-ce que tu viens de faire à grand-père ?» ai-je demandé, ignorant les étoiles qui nous entouraient. Papa s'est retourné, le visage brièvement troublé, mais il a vite retrouvé son calme. « Ethan, ne fais pas de scène. Je lui ai juste dit que ce n'était pas le bon moment. Il est arrivé sans prévenir. »« Pas le bon moment ?» ai-je failli crier. « Il a fait 15 heures de route pour venir ici. Il a apporté un cadeau. Un cadeau dont tu ne connais même pas l'existence parce que tu n'as pas pris la peine de regarder. » J'ai marqué une pause, retenant mes larmes. « Tu sais ce qu'il allait te donner ? 1 million de dollars pour le procès contre l'agent Orange. Il voulait te donner jusqu'au dernier centime parce qu'il pensait que tu le méritais. » Le silence retomba dans la salle. Les invités cessèrent de parler et se tournèrent vers nous. Papa resta figé, son verre de vin tremblant dans sa main. « Quoi ? Tu es sérieux ?» murmura-t-il, comme s'il n'en croyait pas ses oreilles. « C'est vrai » dis-je d'une voix brisée. « Mais tu lui as claqué la porte au nez. Tu l'as renvoyé.
Et je ne te pardonnerai jamais la cruauté avec laquelle tu l'as traité. Je me suis retourné, incapable de le regarder plus longtemps. Je suis sorti en courant, laissant derrière moi la maison illuminée par les lumières et les rires fins. Il fallait que je retrouve grand-père. Je ne pouvais pas le laisser seul. Pas après ça. J'ai couru dans la rue, la neige collant à mes chaussures, mon souffle formant des nuages blancs dans l'air. J'ai appelé grand-père, mais personne n'a répondu. Je l'ai imaginé conduisant seul, la caisse en bois sur le siège à côté de lui. Son cœur était brisé. Je ne savais pas où il allait, mais je savais que je devais le retrouver. J'ai hélé un taxi et dit au chauffeur de se diriger dans la direction où le camion de grand-père était parti. Je n'avais aucun plan, aucune destination, une seule pensée. Il fallait que je sois avec grand-père, tout de suite. Le froid de la veille de Noël transperçait mon manteau, mais je ne ressentais rien d'autre que la tempête d'émotions qui faisait rage en moi. Assise à l'arrière du taxi, les yeux rivés à la vitre, cherchant désespérément la silhouette familière du vieux camion Ford de grand-père au milieu de la neige s'épaississait. Le conducteur, un homme d'âge moyen à la voix grave, me jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. « Qui cherchez-vous si pressé par une nuit pareille » demanda-t-il d'un ton curieux. « Mon grand-père » répondis-je d'une voix tremblante. Il venait de quitter un endroit qu'il n'aurait pas dû quitter seul. Je ne voulais pas entrer dans les détails. Je ne voulais pas lui expliquer que mon père venait de lui claquer la porte au nez, qu'il avait conduit 15 heures pour être brutalement rejeté. Je voulais juste le retrouver, le serrer dans mes bras, lui dire qu'il n'était pas seul. Le conducteur hocha la tête comme s'il sentait que je ne voulais pas en dire plus. Bon, garde les yeux ouverts. Si ton grand-père conduit un vieux camion, il n'est probablement pas allé bien loin. Les personnes âgées trouvent généralement un endroit chaud où s'arrêter. Ces mots éveillèrent une lueur d'espoir en moi. Je serrai mon téléphone fort, priant pour que grand-père s'arrête quelque part au lieu de conduire dans son état actuel. Nous roulâmes sur l'autoroute, passant devant des rangées de maisons illuminées de lumière de Noël, le long de pins décorés scintillants. Mais pour moi, il n'y avait aucune joie dans cette nuit. Chaque lumière, chaque note lointaine de musique festive ne faisait qu'accentuer mon chagrin. J'imaginais grand-père, le visage buriné et les yeux éteints, lourd de douleur, assis seul dans la cabine du camion, dans le froid glacial. Là. Boîte en bois, le cadeau qu'il avait si soigneusement préparé pour mon père, n'était probablement plus qu'un douloureux souvenir du rejet. Au bout de près d'une heure, j'ai aperçu une faible lueur de néon au loin. Un petit restaurant de bord de route. Son panneau, restaurant ouvert 24h24, scintillait dans la neige. Et là, sur le parking, le camion Ford de grand-père, recouvert d'une fine couche de neige. Mon cœur battait la chamade. Stop, ai-je failli crier, forçant le chauffeur à freiner brusquement. Je l'ai payé précipitamment, lui jetant presque l'argent dans les mains, puis je me suis précipité hors de la voiture en direction du restaurant. À l'intérieur, la chaleur contrastait fortement avec le froid mordant de l'extérieur. L'odeur du café et du pain grillé emplissait l'air, se mêlant à la douce musique de Noël diffusée par une vieille radio. Le restaurant était presque vide, seuls quelques clients solitaires étaient dispersés. Et puis je l'ai vu. Grand-père assis dans un coin tranquille, une tasse de café noir fumant devant lui. La boîte en bois était posée sur la table à côté de lui, comme un compagnon silencieux. Il regardait par la fenêtre, le visage inexpressif, le regard vide, comme perdu dans un monde inaccessible. Je me suis approché, les pieds lourds comme du plomb. « Grand-père » ai-je appelé doucement, la voix tremblante. Il s'est retourné, l'espace d'un instant, ses yeux se sont illuminés en me reconnaissant. Mais cette lueur a vite été éclipsée par une profonde tristesse. « Que fais-tu ici, Ethan » a-t-il demandé d'une voix basse et lasse, comme s'il venait de traverser une bataille. Je me suis assise en face de lui, les larmes coulant sans que je puisse les retenir. « Je ne pouvais pas te laisser seul, ai-je dit, la voix brisée. J'ai tout vu. J'ai vu ce que papa a dit et fait. Je suis désolé, grand-père. Je suis tellement désolé pour lui. » Il secoua la tête et posa sa main burinée sur la mienne. Sa peau était rugueuse, mais chaude, comme si elle conservait le feu que j'avais toujours admiré. « Ce n'est pas ta faute, Ethan, dit-il d'une voix ferme et posée. Je me trompais pour James. Je pensais qu'un cadeau, un geste, pourrait changer les choses, mais je me trompais. Je regardais la boîte en bois sur la table, ses motifs sculptés à la main, complexes, semblant désormais porter une tristesse inexprimée. Tu as fait 15 heures de route pour la lui apporter,
dis-je d'une voix tremblante. Tu y as mis tout ton cœur. Comment as-tu pu, papa? Je ne pus terminer, la gorge serrée. Grand-père soupira, les yeux rivés sur son café. James a sa propre vie. Je ne lui en veux pas, mais je ne peux pas le forcer à me voir comme tu me vois. Il marqua une pause, son regard scrutant ses souvenirs. Quand j'étais au Vietnam, il y a eu des jours où je pensais ne jamais revenir. Mais j'ai promis à ta grand-mère que je vivrais, que je fonderais une famille, que j'offrirais une vie meilleure à James. J'ai fait de mon mieux. Mais peut-être que ce n'était pas suffisant. Non, grand-père, l'interrompis-je, presque en criant. Tu as fait plus que nécessaire. Tu es un père, un grand-père extraordinaire. Papa ne le voit pas, mais moi, si. Je l'ai toujours vu. Il sourit, un sourire triste mais chaleureux comme une flamme vacillante dans la nuit froide. Tu as toujours été ma fierté, Ethan, dit-il d'une voix douce comme un murmure. Il glissa la boîte en bois vers moi et ouvrit lentement le couvercle. À l'intérieur se trouvait le chèque soigneusement plié et une lettre manuscrite. J'avais l'intention de donner ça à ton père, dit-il d'une voix douce comme un murmure. Mais j'avais peut-être tort. Si tu es le seul à encore me reconnaître. Je veux que tu l'aies. Je fixai le chèque, la somme faramineuse. Des centaines de milliers, peut-être 1 million, comme il l'avait dit, ce qui me fit tourner la tête. Mais pour moi, ce n'était pas que de l'argent. C'était le sang, la sueur de grand-père et les années qu'il avait endurées après la guerre. C'était son espoir, son rêve d'une famille réunie. Je secouai la tête, des larmes coulant sur la table. Je ne veux pas de cet argent, grand-père, dis-je. Je te veux juste. Je ne veux plus que tu te sentes seul. Il prit ma main et la serra fort. Tu ne m'as jamais laissé me sentir seul, Ethan, dit-il, la voix tremblante pour la première fois. Mais je veux que tu le prennes. Pas pour l'argent, mais parce que j'ai confiance en toi. Tu es le seul en qui j'ai confiance. Je ne savais pas quoi dire. Je l'ai serré dans mes bras, mes larmes trempant son vieux manteau. À cet instant, j'ai eu l'impression de tenir son monde entier, ses cicatrices, ses rêves et la douleur qu'il avait cachée pendant des années. Viens dîner avec moi, Ethan, a-t-il dit doucement. Un simple repas de Noël, juste tous les deux. Nous avons commandé à manger, une assiette de hamburgers et de frites. Rien d'extraordinaire, mais pour moi, c'était le meilleur repas que j'ai jamais mangé. Nous nous sommes assis dans le petit restaurant à la faible lumière des néons, à discuter comme quand j'étais enfant. Il m'a raconté de vieilles histoires sur sa jeunesse avec grand-mère, comment elle lui avait appris à valser dans leur salon, comment il mangeait des biscuits en cachette et se faisait gronder gentiment. J'ai ri, mais mon cœur était encore serré. Je savais qu'il essayait de cacher sa tristesse, de m'offrir un Noël parfait. En quittant le restaurant, il a suggéré de trouver un motel à proximité pour se reposer. Pas besoin de te précipiter à la maison, dit-il calmement. Il neige beaucoup, et je veux rester ici ce soir avec toi. J'acquiesçai, refusant de le quitter. Nous trouvâmes un motel modeste à quelques pâtés de maison, aux murs jaunes pâles et à la faible odeur de vieux bois. La chambre était petite, juste un lit double, une petite table et une vieille télé, mais pour moi, il y faisait plus chaud que dans n'importe quel hôtel 5 étoiles. Dans la chambre, grand-père s'assit sur le lit, posant la boîte en bois sur la table. Il l'ouvrit, en sortit la lettre manuscrite et me la tendit. « Lis-la, Ethan, dit-il. Je veux que tu saches tout. » Je pris la lettre, les mains tremblantes. Son écriture était forte mais méticuleuse, tout comme la sienne. La lettre était destinée à papa, mais maintenant, elle me semblait être une confession à moi. Mon fils, je sais que tu as ta propre vie, et je ne t'en veux pas. Mais j'ai promis à ta mère de tout faire pour t'offrir une vie meilleure. Cet argent est tout ce que je peux faire maintenant. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Ce sont les années de combat, les nuits blanches, les moments où j'ai cru ne jamais m'en remettre. J'espère que ça t'aidera autant que j'ai toujours espéré que tu te souviendrais de moi. Je t'aime, papa. J'ai fini de lire, des larmes coulant sur le papier. Je les regardais, sans voix. Grand-père, ai-je murmuré, mais il a levé la main pour m'arrêter. Ne dis rien, Ethan, a-t-il dit à voix basse. Je t'ai raconté plein d'histoires sur la guerre, mais il y a des choses que je n'ai jamais partagées. L'agent orange ne m'a pas seulement pris la santé. Il m'a pris des rêves, des années que j'aurais pu passer avec ma famille.
Quand j'ai appris que j'avais gagné le procès, j'ai pensé que c'était l'occasion d'arranger les choses. Mais j'avais tort. Je me suis agenouillé devant lui et lui ai pris les mains. Tu n'avais pas tort, ai-je dit d'une voix tremblante. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Je suis fier de toi et je ne te laisserai jamais te sentir inutile. Il a souri et m'a serré dans ses bras. Tu es mon plus beau cadeau, Ethan, a-t-il dit. Plus que cet argent, plus que tout. Nous nous sommes assis là dans la petite pièce à parler tard dans la nuit. Il m'a parlé de ses jours au Vietnam, des camarades qu'il a perdus, de la façon dont il a survécu juste pour tenir sa promesse à grand-mère. Il a parlé de nuits blanches hantées par des douleurs et des souvenirs qui ne se sont jamais estompés. Et j'ai partagé mes rêves, comment je voulais être comme lui, fort, ferme et toujours vivre pour les autres. Lorsque le matin est arrivé, nous avons quitté le motel portant la boîte en bois dans une nouvelle résolution. Je ne savais pas ce que l'avenir tenait ni comment papa réagirait quand il a réalisé ce qu'il s'était détourné. Mais je savais une chose. Je resterai à côté de grand-père quoi qu'il arrive. Nous sommes montés dans son ancien camion et sommes retournés à Willow Creek, laissant derrière lui la maison brillamment éclairée dans ses mots cruels. Sur le chemin, je le regardais, voyant un léger sourire sur ses lèvres. Et je savais, bien que son cœur soit blessé, il était toujours l'homme le plus fort que j'ai jamais connu. Le voyage de retour à Willow Creek a été long, mais pas aussi lourd que je m'attendais. Le camion de grand-père secoua sur les routes caouteuses, mais le grognement régulier du moteur portait un étrange sentiment de confort. Je me suis assis sur le siège passager, la boîte en bois reposant sur mes genoux, sentant son poids. Pas seulement le bois, pas seulement le chèque à l'intérieur, mais les espoirs brisés qu'il tenait. Grand-père a conduit, ses yeux fixés sur la route devant, mais je savais que son esprit était ailleurs. De temps en temps, il fredonnait doucement un vieux morceau, une grand-mère aimait. Je n'ai pas osé briser le silence, je l'ai juste regardé tranquillement, mon cœur plein d'amour et une peur persistante de ce qui nous attendait. Lorsque nous avons atteint Willow Creek, le soleil du matin a jeté une lueur dorée pâle au-dessus de la ville, comme s'il essayait d'apaiser les blessures de la nuit précédente. La maison en bois de grand-père est apparue, debout solide au milieu des champs avec sa clôture altérée et le petit jardin qu'il tenait quotidiennement. Je l'ai aidé à porter ses affaires à l'intérieur, en plaçant la boîte en bois sur la table à manger. Puis-je rester avec toi pendant quelques jours ? Ai-je demandé, ne voulant pas le quitter maintenant. Il sourit, me tapotant l'épaule. Vous êtes toujours les bienvenus, Ethan, mais ne laissez pas ce désordre avec vos études. Je vais bien. Je savais qu'il essayait d'être fort, mais la tristesse dans ses yeux était impossible à ignorer. J'ai hoché la tête, mais dans mon cœur, j'avais déjà décidé. Je ne le laissais pas seul, du moins pas pour les prochains jours. Au cours des jours suivants, je suis resté chez lui, l'aidant à couper le bois de chauffage, à tondre la pelouse et à réparer quelques fuites sur le toit. Nous n'avons pas parlé de la veille de Noël ou du papa, mais la boîte en bois est restée sur la table, un rappel silencieux. J'ai essayé de le faire rire, partageant des histoires triviales sur l'école comme le moment où j'ai bâclé une présentation parce que j'étais trop nerveux. Il rit chaleureusement, sa voix remplissant la maison, mais je savais qu'il portait toujours une blessure non cachée. Puis, un après-midi froid 3 jours après Noël, ce que j'avais craint finalement. J'ai aidé le grand-père Stock sur la cheminée quand j'ai entendu une voiture s'arrêter à l'extérieur. J'ai regardé par la fenêtre, mon cœur battant alors que je voyais une élégante Mercedes de papa garée dans la cour avant. Il est sorti, toujours dans un costume coûteux, mais son comportement surhabituel avait disparu, remplacé par un regard de malaise, comme s'il savait qu'il avait fait quelque chose de mal. Grand-père m'appelait doucement, ma voix tendue. Papa est là. Grand-père s'est levé lentement, ne disant rien. Il essuya ses mains sur sa chemise en flanelle et se dirigea vers le porche. J'ai suivi, mon cœur battant la course. Papa se tenait là, les mains dans ses poches de manteau, sa souffle formant des nuages blancs dans l'air froid. « Pourquoi es-tu ici, James ?» demanda grand-père. Papa s'éclaircit la gorge, ses yeux évitant grand-père. « Je veux parler de la veille de Noël », me regarda-t-il comme si je voulais que je témoigne de ses excuses. « Je suis désolé. Je ne savais pas que tu apportais un cadeau comme ça. Je ne voulais pas perturber la fête. J'avais tort. » Je le regardais, la colère montant en moi, ses excuses semblaient creux, comme une performance. Je voulais crier pour demander pourquoi il avait traité grand-père de cette façon, mais je me retenais, sachant que c'était entre eux. Demanda grand-père, sa voix calme, mais pointue comme une lame. Je veux faire les choses correctement.
Cet argent, c'est important pour notre famille. Je pourrais l'utiliser pour investir, pour construire un avenir meilleur pour Ethan, pour nous tous. J'ai serré mes poings, luttant sur l'envie d'interrompre. Je savais que papa n'était pas désolé de blesser grand-père. Il a seulement regretté le père d'espoir, mais de la foi qu'il avait perdue. Vous l'avez choisi lorsque vous avez fermé la porte cette nuit-là. Papa se tenait gelé, incapable de répondre. Je l'ai vu vouloir discuter, se justifier, mais le regard de grand-père l'a fait taire. Grand-père s'est tourné et est retourné dans la maison, laissant papa debout dans la cour enneigée. J'ai regardé papa voulant dire quelque chose, mais ensuite je me suis retourné et j'ai suivi grand-père à l'intérieur. La porte s'est fermée derrière moi, et je savais que ce moment avait tracé une ligne inébranlable entre papa et grand-père. Quelques jours plus tard, grand-père a appelé un agent immobilier à la maison. J'ai été stupéfait quand je l'ai entendu dire qu'il voulait vendre la maison en bois, l'endroit où lui et grand-mère avaient vécu presque toute leur vie, où j'avais grandi avec mes plus beaux souvenirs. Grand-père, pourquoi vendez-vous la maison? Ai-je demandé, ma voix a paniqué. Il a souri cette fois, un sourire libre et à bout, comme s'il avait perdu un poids lourd. Je n'ai plus besoin de cette maison, Ethan, a-t-il dit. C'est plein de souvenirs, mais je ne veux pas être lié au passé. Je veux vivre le reste de ma vie selon mes propres termes. Je ne comprenais pas au début, mais ensuite il a partagé son plan. Il avait réservé une croisière mondiale, un voyage de plus, a-t-il rêvé. Déplacé, les larmes en difficulté dans les joues. L'argent de la maison combiné avec le règlement du procès était suffisant pour qu'il poursuive son rêve. Je l'ai conduit au port où le navire de croisière attendait. Un récipient massif brillant sous le soleil avec des ponts tentaculaires et des voiles blanches vierges. Grand-père portait son ancien manteau de l'armée, debout comme un guerrier se lançant dans un nouveau voyage. Alors qu'il montait sur le navire, je me tenais sur le quai, agitant des larmes coulant sur mon visage. Il se retourna, souriant et leva la main dans un salut, la façon dont il saluait ses camarades. « Prenez soin de vous, Ethan, appela-t-il à haute voix. Et n'oubliez pas d'écrire. » J'ai ri, bien que mon cœur achede. J'écrirai, grand-père, tous les jours, criai-je, regardant le navire s'éloigner lentement du quai, le portant dans son rêve. Le récipient massif glissa à travers l'eau, la lumière du soleil le brillant comme une promesse de jours plus brillants à venir. Je me tenais là sur le quai, agitant jusqu'à ce que la silhouette de grand-père sur le pont devienne un minuscule spectre s'estompant dans le coucher du soleil. Je me suis accroché le billet du navire dans ma main, pas pour monter à bord, mais en tant que souvenir qu'il m'avait donné. Un rappel qu'il avait choisi de vivre malgré tout. Dans les jours qui ont suivi, je suis retourné à Willow Creek, mais la maison en bois de grand-pa appartenait maintenant à une jeune famille qui venait d'emménager. Je suis passé en voyant des enfants jouer dans la cour, leur rire faisant écho à l'endroit où mes souvenirs d'enfance ont été faits. Je n'étais pas triste, pas exactement. Je savais que grand-père avait trouvé sa liberté, et cela m'a fait sourire. Mais dans mon cœur, il y avait encore un vide, non pas parce qu'il était parti, mais à cause de ce qui s'était passé entre lui et mon père. Papa, pensant juste à lui remuer un mélange de colère et de déception. Je ne pouvais pas oublier le moment où il se tenait dans la cour de grand-pa, ne faisant que des remords seulement après avoir appris l'argent qu'il avait rejeté. Je ne l'ai pas appelé, je n'ai pas envoyé de SMS, je ne voulais pas lui faire face. Mais je savais tôt ou tard que je devrais affronter la réalité qu'il était mon père, même après avoir blessé la personne que je aimais le plus. Une semaine après que grand-père est monté à bord du navire, j'ai reçu un appel de maman. Sa voix tremblait par téléphone, contrairement à son calme habituel. « Ethan, tu peux rentrer à la maison ?» elle a demandé. « Ton père? Il ne va pas ?» J'ai froncé les sourcils, mon cœur battant la course. « Pas bien comment, maman ?» ai-je demandé, essayant de garder ma voix stable. « Il est sous beaucoup de stress, dit-elle, sa voix se brise. L'incident de la veille de Noël, il s'est propagé. Les gens savent, ses amis, ses partenaires commerciaux. Il parle de la façon dont il a traité grand-père. Il a de sérieux problèmes. Je suis resté silencieux, je ne sais pas comment me sentir. Une partie de moi voulait dire qu'il le méritait, que c'était le prix de sa cruauté. Mais une autre partie, celle que je ne voulais pas reconnaître, se sentait pitié de lui. L'homme qui laissait la fierté et le statut le aveugler à la famille. Je viendrai, dis-je, ma voix plate. Mais je ne promets pas de lui pardonner. Quand je suis arrivé chez mes parents dans la banlieue de Philadelphie,
l'atmosphère de leur somptueuse maison avait changé. Faisaient les parties extravagantes et les rires faisant écho. Maman m'a rencontré à la porte, les yeux rouges comme si elle pleurait. « Merci d'être venu, Ethan, dit-elle en me serrant fermement. Je ne sais plus quoi faire. Papa était dans le salon, assis dans son fauteuil cher en cuir, mais il avait l'air de 10 ans de plus. Ses cheveux étaient ébouriffés, plus méticuleusement peignés, et ses yeux étaient creux, comme s'il avait perdu quelque chose d'irremplaçable. Quand il m'a vu, il se leva et se dirigea vers moi, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. « Papa, non. » dis-je froidement. « Je suis là pour maman, pas toi. » Il se figea, la douleur traversant son visage. « Ethan, tu ne comprends pas, dit-il, sa voix. Je ne voulais pas blesser grand-père. J'essayais juste de sauver le visage. Je ne savais pas qu'il apportait un cadeau comme ça. Sauver la face. Je me suis cassé, ma colère s'évasant. Vous avez claqué la porte sur son visage. Un homme qui a conduit 15 heures pour vous donner une fortune. Vous appelez ce visage qui sauve? Savez-vous ce qu'il a sacrifié? Savez-vous combien il est blessé? Papa inclina la tête silencieuse. J'ai vu ses épaules trembler. Et pour la première fois de ma vie, je l'ai vu pleurer. Pas de sanglots bruyants, mais des larmes silencieuses coulant sur son visage. Maman s'avança, plaçant une main sur mon épaule. Ethan, ça suffit, dit-elle, sa voix douce mais ferme. Votre père sait qu'il avait tort, mais cette famille a besoin de vous maintenant. Je me suis détourné, incapable de le regarder plus longtemps. Je savais que maman avait raison, mais mon cœur n'était pas prêt à pardonner. J'ai besoin de temps, dis-je, puis j'ai quitté la pièce, les laissant dans un silence lourd. Dans les jours qui ont suivi, maman m'a dit ce qui s'était passé. L'histoire de la veille de Noël s'était répandue au-delà de notre famille dans la communauté de papa. L'un des invités de la fête avait vu grand-père se tenir debout silencieusement dans la cour des neiges. Et l'histoire a rapidement circulé par les médias sociaux Whisper et les messages sur X. Les gros titres comme le directeur immobilier rejette le cadeau de millions de dons de Phaser ont commencé à apparaître accompagnés de commentaires condamnant papa. Les partenaires commerciaux ont commencé à distancer eux-mêmes et plusieurs contrats majeurs ont été annulés. Papa, qui s'était toujours fier de sa réputation, était devenu le centre de la critique. Je n'ai pas été surpris, mais je ne ressentais pas de joie non plus. Je n'ai ressenti qu'une profonde tristesse, pas seulement pour papa, mais pour toute notre famille. Maman a essayé de maintenir les choses ensemble, mais je pouvais la voir de plus en plus fatiguée. Ma sœur cadette Sarah, seulement 16 ans, a commencé à éviter papa, passant la plupart de son temps dans sa chambre avec des écouteurs. Notre famille, une fois une photo de la perfection, était maintenant fracturée comme du verre frappé par une pierre. Pendant ce temps, j'ai reçu des cartes postales de grand-père. Chaque semaine, un nouveau est arrivé d'un endroit de Farof. Grèce, Italie. Puis Brésil. Chacun le montrait debout sur le pont du navire, portant son manteau de l'armée, son sourire radieux. Ces notes manuscrites étaient courtes mais vibrantes. Ethan, je viens de voir l'acropole. Vous devez venir ici un jour où les Caraïbes sont plus belles que je ne l'imaginais. Merci de m'avoir donné cette chance. Chaque carte postale était un baume pour mon cœur me rappelant que grand-père vivait son rêve malgré tout. 6 mois plus tard, j'ai reçu un appel de sa part. Sa voix est passée à travers le téléphone fort et plein d'excitation. Ethan, j'ai une idée folle, a-t-il dit en riant de bon cœur. Je veux acheter une cabine sur le navire, vivre le reste de ma vie en mer. Que pensez-vous? J'éclate en riant, des larmes coulant sur mes joues. Êtes-vous sérieux? J'ai demandé, même si je savais qu'il n'avait jamais plaisanté sur de telles choses. Complètement sérieux, a-t-il répondu. J'ai vu assez du monde pour savoir que j'appartiens ici sur l'océan où personne ne peut plus me blesser. Je n'ai pas hésité. Je suis tout pour ça, dis-je. Et je vais tout gérer. J'utiliserai l'argent que vous m'avez donné pour acheter cette cabine et couvrir tous vos frais de subsistance. Il était silencieux pendant un moment, puis dit, sa voix s'étouffant, tu es mon plus grand cadeau, Ethan. Je suis fier de toi. J'ai utilisé l'argent du chèque pour acheter une cabine sur le navire pour grand-père, pour moi, c'était un moyen de tenir ma promesse pour lui que je n'ai pas permis de s'y terminer. Les chuchotements dans la communauté ne sont pas en train de s'être arrêtés. Pas à cause de votre réputation ou de l'argent. Il n'a pas répondu, et je l'ai entendu sangloter avant de raccrocher. Cet été,
j'ai reçu une autre carte postale de grand-pa, cette fois d'un port en Australie. Il a écrit, « Ethan, j'ai trouvé la paix. Tu m'as donné ça. Vivez bien et ne laissez personne vous faire oublier votre valeur. Amour, grand-père. » J'ai gardé cette carte postale sur mon bureau où je pouvais le voir tous les jours. Cela m'a rappelé la plus grande leçon que grand-père m'a appris. La famille n'est pas seulement ceux qui partagent votre sang, mais ceux qui choisissent de vous soutenir, peu importe à quel point cela devient difficile. Papa a peut-être choisi le statut sur la famille, mais je ne suivrai pas ce chemin. Je vivrai comme grand-père, fort, constant et je mets toujours ceux que j'aime en premier. Je me suis assis et j'ai écrit une lettre à grand-père lui parlant de ma vie, des rêves que je poursuivais. Je l'ai terminé avec une promesse. Je vivrai pour vous rendre fier, grand-père. Et un jour, je monterai à mon navire, je me tiendrai à côté de vous et je regarde l'océan avec vous. J'ai plié la lettre, l'ai glissée dans une enveloppe et apposé un timbre avec un petit navire dessus, un rappel du rêve de grand-père. Alors que je plaçais la lettre dans la boîte aux lettres à l'extérieur de la maison, la lumière du soleil du matin a filtré à travers les arbres, jetant un étrange sentiment de paix sur moi. Mais au fond, je savais que l'histoire de ma famille, de mon grand-père, de papa et de moi était loin d'être terminée. Certaines blessures ne guérissent jamais complètement, mais certaines le restent pour toujours. Assis sur le vieux banc en bois devant la maison, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. De cette froide veille de Noël, lorsque papa a claqué la porte du visage de grand-père aux cartes postales qu'il a envoyées à partir de rives lointaines, chaque instant était gravé dans mon esprit. J'ai réalisé que la vie n'est pas seulement les choix que nous faisons, mais comment nous sommes confrontés à leurs conséquences. Papa a choisi le statut plutôt que la famille et le prix qu'il a payé était la solitude, la distance froide des amis et de la famille. Grand-père, en revanche, a choisi de vivre fidèle à lui-même et il a trouvé la paix au milieu du vaste océan. Je voulais partager cette histoire pour ne pas juger papa ni pour se vanter de grand-père, mais pour rappeler à quiconque lisait ces mots que la famille est la chose la plus précieuse mais fragile que nous ayons. Nous pensons souvent que le temps sera toujours là, que nous pouvons corriger un jour les erreurs. Mais parfois, une porte fermée, un mot cruel ou un moment de négligence peut tout changer pour toujours. Grand-père m'a appris cela non pas à travers des mots, mais à travers la façon dont il a vécu, fort, ferme et mettant toujours l'amour avant tout. Je me souviens une fois quand il est d'un enfant lui demandant « Comment devenir un homme bon, grand-père ?» Il m'a regardé, ses yeux flamboyants et a dit « Vous n'avez pas besoin d'être génial ou riche. Vivez simplement pour que vous n'ayez pas de regrets et que vous ne blessez jamais les gens qui vous aiment. » Ces mots simples mais profonds sont devenus mon étoile directrice. Donc, si je pouvais laisser un message, un conseil pour quiconque, ce serait celui-ci. Chérissez les gens autour de vous en ce moment, aujourd'hui. N'attendez pas d'avoir assez d'argent, de temps ou de courage. Un appel téléphonique, un câlin ou des excuses sincères peuvent tout changer. Ne laissez pas la fierté ou l'agitation vous aveugler à ce qui compte vraiment. J'ai regardé mon père perdre sa chance de réparer les choses avec grand-père. Et bien qu'il puisse le regretter, le temps ne revient pas. J'ai également appris que le pardon ne concerne pas l'effacement de la douleur, mais de choisir de vivre avec. Je n'ai pas pleinement pardonné à papa, non pas parce que je ne veux pas, mais parce que j'ai besoin de temps pour le comprendre, pour voir l'homme sous le plaquage de l'ambition. Mais je sais qu'un jour je vais m'asseoir avec lui, pas pour blâmer, mais pour écouter. Parce que grand-père m'a appris que la famille, aussi brisée, est toujours là où nous revenons. En fin de compte, je veux dire que la vie est un voyage et parfois cela nous amène à des endroits inattendus comme grand-pa sur l'océan ou moi dans une petite pièce de Willow Creek en écrivant ces mots. Vivez comme mon grand-père, courageux, honnête et toujours à la recherche de la paix où qu'il soit. Et si vous avez quelqu'un que vous aimez, dites-lui que vous les aimez aujourd'hui. Parce qu'un jour, il ne vous reste peut-être pas les cartes postales et que les mots qui ne seront pas dits deviendront votre plus grand regret. J'ai regardé le terrain devant la maison où grand-père m'a appris à pêcher, où il m'a raconté des histoires de guerre et d'amour. J'ai souri, tirant la carte postale de la Grèce hors de ma poche, traçant doucement ces mots manuscrits. Je vais vivre pour te rendre fier, murmurai-je, une promesse à moi, à moi-même et à quiconque écoute.